Bien, merci. Bonjour à toutes et à tous d'être là pour cette quatrième conférence de la troisième série de la petite bibliothèque des sciences sociales. Cette année, donc, j'ai tenté de réparer un petit peu le déséquilibre que les deux premières séries ont installé du point de vue d'une inégalité des genres et fait attention dans l'histoire et les classiques des sciences sociales à ce que des auteurs femmes puissent être représentés. Donc nous avons parlé lors de la première séance d'un livre de Germaine Tillon. Nous avons aussi parlé d'un livre de l'anthropologue également Mary Douglas. Et la troisième figure féminine, auteure d'un livre classique des sciences sociales dont nous allons parler aujourd'hui, est une sociologue, Raymonde Moulin. Et ce livre sur le marché de la peinture en France date de 1967. C'est un livre très très important pour l'histoire de la sociologie de l'art et la sociologie en général en France. J'ai demandé pour cela à quelqu'un qui est un connaisseur très très ancien de cette œuvre, du travail plus généralement de Raymonde Moulin, Pierre-Michel Menger, de venir relire pour nous ce texte, en souligner aussi la pertinence aujourd'hui, sa place finalement dans l'histoire des sciences sociales également. Pierre-Michel Menger est sociologue, il est professeur au Collège de France, il a été directeur de recherche CNRS, directeur d'études à l'EHESS, et on lui doit de nombreuses recherches sur le monde de l'art aussi, ou les mondes de l'art, mais sur l'emploi aussi, sur ces univers particuliers, mais souvent de son point de vue en rapport, en forme de comparaison avec des univers professionnels différents. Il a notamment produit un certain nombre d'analyses de ce qu'on appelle l'intermittence dans le monde du spectacle, mais pas seulement. Il a également travaillé plus récemment et dans un livre majeur sur le travail créateur, sur ce qui fait la particularité de ces univers sociaux dans lesquels où il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus, pourrait-on dire, qui peuvent renvoyer au monde de l'art, mais aussi, par exemple, au monde du football ou de certains autres univers sociaux. Alors, voilà, juste quelques mots. Je ne vais pas parler plus longtemps. Je vais tout de suite passer la parole à Pierre-Michel Menger pour cette conférence d'environ une heure, une petite heure. Et puis ensuite, je lui poserai sans doute quelques questions, et vous aussi, j'espère. Voilà. Donc, les gens vont s'installer, mais Pierre-Michel, quand tu veux. Merci, bonjour à toutes et à tous. Je voudrais vous remercier Sylvain Bourmeau de m'avoir convié à cette série sur les classiques des sciences sociales, et remercier la Bibliothèque nationale de France pour son accueil et les moyens qu'elle met à notre disposition. Et je voudrais aussi dédier cet exposé à la mémoire de Pierre Carlot, le mari de Raymonde Moulin, qui vient de décéder. Il a partagé la vie de Raymonde Moulin depuis plusieurs décennies. C'était un être extrêmement fin, intelligent, sensible, attentif aux autres, et un grand chercheur en pharmacologie. Il manquera beaucoup à ses amis. Je suis heureux de parler de ce livre de Raymonde Moulin parce que c'est ce livre qui a orienté ma carrière. Quand Jean-Claude Chambordon, à l'École normale supérieure, qui faisait partie du cercle rapproché des sociologues de l'équipe de Pierre Bourdieu, Jean-Claude Chambordon m'a dit « Vous devriez lire ce livre ». Et j'ai été le lire dans la bibliothèque de l'École normale supérieure un été, 75. Et j'en suis ressorti en me disant « Voilà un livre extraordinaire, c'est une voie qui s'ouvre ». Et tout d'un coup, j'ai décidé de m'engager. Et Chambordon avait raison. Je voudrais d'abord placer en exergue de cet exposé une citation de Van Gogh. Quand j'ai parlé de l'occasion qui m'était donnée de parler du livre de Raymonde Moulin à Raymonde Moulin elle-même, qui est toujours parmi nous, elle m'a dit il y a une chose qui m'a beaucoup décidé, c'était mon voyage à Auvers-sur-Oise, parce que je voulais travailler sur la condition d'artiste. Je vous expliquerai pourquoi. Et
la citation qui est donnée dans le livre, page 33, et qui est extraite d'une lettre à Theo van Gogh de la part de Vincent, dit ceci, qui est reproduit sur cette diapositive. « Le nœud de l'affaire, vois-tu, c'est que mes possibilités de travail dépendent de la vente de mes œuvres. Ne pas vendre, quand on n'a pas de ressources, vous met dans l'impossibilité de faire aucun progrès, tandis que tout irait tout seul dans le cas contraire. » Et voilà une manière de réunir la question de produire de l'art, produire des œuvres et créer des œuvres et les vendre. On pourrait penser qu'il peut y avoir des écarts considérables. Eh bien non, il y a des liens directs, évidemment. Et voilà. Et donc, c'est sur cette base de citation que j'introduis mon exposé. Raymond de Moulin, dans des entretiens qu'elle a eus, a indiqué la genèse de ce livre. Jeune agrégée d'histoire, elle a été recommandée par l'historien Henri-Irénée Maroux, qui est un historien qui reste assez connu, à des collègues à Paris. Elle est donc venue à Paris pour elle voulait faire cette thèse sur la condition de l'artiste et s'est présentée à Raymond Aron, à qui Henri Maroux l'avait recommandé. Et Aron lui a expliqué que la situation de l'artiste dépendait pour l'essentiel du marché de l'art et qu'il fallait étudier le marché. Et Aron lui a suggéré de candidater au CNRS pour préparer un doctorat d'État. Raymond de Moulin avait fait, comme je viens de vous le dire, le voyage d'Auvers-sur-Oise pour rendre hommage et se recueillir sur la tombe de Vincent van Gogh et a réorienté son projet, à la fois en ayant lu Van Gogh et en ayant écouté Raymond Aron, du côté de l'analyse des marchés de l'art. Le livre est issu d'une thèse, une des grandes thèses d'autrefois, la thèse de doctorat d'État ès-lettres, au jury de laquelle figurait, outre Raymond Aron lui-même qui était le directeur de la thèse, Raymond Barre, l'un des deux économistes qui était à l'époque un universitaire uniquement, un des deux économistes auquel elle a beaucoup dû, parce qu'elle a été formée dans des leçons particulières, en quelque sorte, des cours personnels. Il y avait Raymond Barre d'un côté et Jean-Marcel Jeanneney de l'autre, qui ont compté beaucoup. Parce que tout simplement, ces économistes trouvaient le sujet magnifique. Ce sujet en économie n'avait jamais été traité d'aucune manière, et pas plus en sociologie. Rien n'avait été écrit de systématique et qui fasse autorité sur ce thème du marché de l'art et d'une sociologie empirique de l'art avant que soit réalisée la thèse de Raymond de Moulin. Cette thèse a été le fruit d'un long travail d'enquête, de dépouillement d'archives, de lecture et de formation personnelle de l'auteur à de multiples méthodes et perspectives d'analyse. Vous allez comprendre pourquoi. Et cette thèse a pris une dizaine d'années, ce qui était à peu près une norme pour une réalisation d'une grande thèse de doctorat d'État ès-lettres. Elle était d'ailleurs assortie d'une thèse qu'on appelait une thèse secondaire. Et la thèse secondaire, elle était consacrée aux expositions d'art en province dans les années 1880. On comprend à la lecture du livre, qui est un livre épais, que ces années ont été bien employées. Le livre, je vais maintenant parler du livre et pas de la thèse qui est son origine, et le livre reprend à peu près intégralement la thèse à un chapitre près. C'est un gros volume qui a une ambition systématique et qui est à la mesure de l'innovation qu'il représente. Pour comprendre la genèse du livre, je vais vous donner deux précisions qui sont en partie basées sur des entretiens qu'a eu Raymond de Moulin pour retracer sa carrière dans les années 2000. Première précision, qu'en était-il de la sociologie en général dans la seconde moitié des années 50, au moment où elle entreprend cette thèse, et au début des années 60, au moment où elle finit cette thèse. Je vous rappelle que Raymond de Moulin est né en 1924. Eh bien, comme elle l'a dit elle-même, les chercheurs en sociologie, vous avez la citation ici, étaient d'origines très diverses. Les uns, majoritaires, avaient fait des études de philosophie, les autres des études d'histoire, par exemple Touraine,
philosophie, Bourdieu, Boudon et d'autres. Raymond Aron lui-même était de cette catégorie-là. Des études commerciales, c'était Crozier, ou des études de sciences politiques. Et il y avait à Paris 2 pôles de recherche. Le plus ancien, c'était le Centre d'études sociologiques de la rue Cardinet, avec Georges Friedman et Jean Stutzel, qui sont des figures qui restent présentes, en tout cas dans la communauté des sociologues. Et le second pôle se situait autour de Raymond Aron, à la Sorbonne et aussi à l'École pratique des hautes études, la 6e section, qui est devenue ensuite l'École des hautes études en sciences sociales. Et c'était d'ailleurs dans ce centre de Raymond Aron que se sont formés, où ont été accueillis des gens comme Pierre Bourdieu, Jean-Claude Passeron, Raymond de Moulin elle-même plus tard, etc. C'était une pépinière. Et la sociologie de l'art proprement dite était représentée par Pierre Francastel, pour lequel avait été créée à l'École pratique des hautes études la première chaire dite de sociologie de l'art. Deuxième précision, qu'en était-il de l'art contemporain dans ces mêmes années? Eh bien, le milieu de l'art contemporain était divisé à peu près parfaitement par une opposition polaire entre abstraction et figuration. Évidemment, je simplifie une situation complexe, mais j'emprunte encore une fois cette citation à Raymond de Moulin, mais le terme d'abstraction ne subsume pas toutes les modalités de ce qu'on pouvait appeler dans les années 50 l'art vivant. Par exemple, on peut penser à Giacometti ou Dubuffet qui ne rentraient pas dans cette catégorie. Mais dans le livre, très souvent, Raymond de Moulin parle de l'art de mouvement et l'art figuratif ou l'art plutôt conservateur. C'est une des autres manières de désigner les choses. Il faut des oppositions assez simples pour structurer un peu cet ensemble, quitte à produire ensuite des sous-catégories d'opposition fractales. Il n'en reste pas moins, écrit Raymond de Moulin, que ces 2 labels s'opposaient avec une grande violence et opposaient 2 camps et 2 publics. Et elle écrit « Je me souviens d'une conférence à laquelle j'ai assisté au Centre Richelieu, au cours de laquelle intervenait l'abbé Morel, grand défenseur de l'art abstrait, qui a été, pour cette raison, traité d'antéchrist. La discussion a été si vive et si véhémente que les organisateurs ont dû faire appel à la police. J'ai appris par la suite que cela ne s'était produit qu'une seule fois auparavant à l'occasion d'un débat sur la guerre d'Algérie. » Donc, la concurrence et les batailles esthétiques, ça n'est pas un vain mot. Et entre ancien et moderne, a fortiori. Encore une précision, Raymond de Moulin a bénéficié, donc je l'ai dit, d'un poste au CNRS pour réaliser cette thèse. Et elle a eu pour parrain, à l'époque c'était comme ça qu'on travaillait, le psychologue Ignace Meyerson, au séminaire duquel d'ailleurs elle retrouvait beaucoup de monde, notamment Jean-Pierre Vernant, qui l'a chaleureusement soutenu. Et elle avait pour centre d'affiliation, pour son poste, le laboratoire dirigé par Friedman. Donc elle est dans cette configuration que j'ai présentée tout à l'heure. Mais elle a aussi fréquenté les enseignements d'André Chastel, le grand historien d'art, de Jean Grenier et d'Étienne Souriau, qui étaient des philosophes, qui ont aussi été des esthéticiens. Ces différentes personnalités, augmentées de ceux dont j'ai déjà parlé, Raymond Aron et Raymond Barre, étaient au jury de Raymond de Moulin. Donc, un psychologue social, un sociologue du travail, un directeur de thèse sociologue et philosophe, des mentors économistes, historiens d'art, philosophes. Voilà le réseau scientifique que s'est constitué Raymond de Moulin pour construire son entreprise à tous égards pionnière de recherche sur le marché de l'art. Si, comme l'écrit Schumpeter, ce qui est d'ailleurs cité beaucoup dans ce livre, et le livre date des années 60, donc on n'a pas attendu les années 2000 pour parler de Schumpeter. Si innover, c'est avoir l'audace de lancer de nouvelles idées, notamment en les combinant de manière originale avec des ressources et en exploitant de nouvelles méthodes, en faisant jouer une nouvelle façon d'organiser le travail et de prélever des connaissances dans des univers assez variés, alors, effectivement, je pense que ce livre correspond assez bien à la définition d'une innovation schumpeterienne. Tout le livre est traversé par une multitude de fils démonstratifs qui empruntent à ces différentes disciplines. Et vous comprendrez peut-être mieux à la fin de l'exposé comment tout ça s'est produit. En revanche, le coût quand on innove, c'est qu'on ne satisfait pas tout le monde. Et cette innovation n'avait pas la bénédiction de certains de ceux qui voulaient incarner l'orthodoxie académique,
fût-elle celle de la sociologie de l'art créée à l'époque. Par exemple, Pierre Francastel s'opposa clairement et ouvertement à Raymond de Moulin quand elle lui parla de son travail et rejeta son projet en le disqualifiant comme un travail d'économiste. Or, je prétends qu'il n'y a pas plus sociologue que Raymond de Moulin. Et Georges Gurvitch, à la Sorbonne, lui-même, était très hostile à ce projet en disant que ça n'était pas de la sociologie. L'histoire leur a donné tort et a tranché. Le livre de Raymond de Moulin est devenu un grand classique de la sociologie et certainement un plus grand classique que les œuvres de Georges Gurvitch ou les œuvres de Pierre Francastel. Et donc, n'en déplaisait à ses chers collègues, elle avait choisi d'emblée une toute autre conception de la recherche que le travail en silo, c'est-à-dire étroitement disciplinaire. Elle avait inventé, ou s'était inventé, une façon de travailler qui est une leçon à méditer perpétuellement et que j'ai beaucoup médité moi-même. Il faut savoir prendre ses risques pour innover et la recherche scientifique n'a de sens que de cette manière-là. Sinon, on ne fait que reproduire et pousser la boule un tout petit peu plus loin, ce qui n'a pas beaucoup d'intérêt. Encore un mot sur la personnalité de Raymond de Moulin. Elle a des caractéristiques tout à fait singulières. C'est une des premières femmes à avoir fait une carrière de très haut niveau en sociologie au CNRS et la seule de cette première vague de femmes sociologues du CNRS à avoir été aussi consacrée et reconnue. Elle a par exemple présidé la Société française de sociologie, qui est devenue l'Association française de sociologie, et elle a exercé un rôle très influent au sein du CNRS, notamment dans les commissions de sociologie du CNRS. Et c'est une personnalité qui a été reconnue par des collègues de tendances extrêmement différentes de la sociologie. On peut citer Bourdieu, Mandras, Crozier, Touraine, Boudon, Passeron, Verret et d'autres. Tous ces gens-là ne se parlaient pas beaucoup entre eux, mais ils parlaient à Raymond de Moulin. J'ai eu le plaisir, avec Jean-Claude Passeron, de coordonner un ouvrage qu'on appelle de mélange en l'honneur d'un grand collègue, et c'était donc en l'honneur de Raymond de Moulin, qui s'appelle L'art de la recherche. Et le sommaire et les signatures du livre vous donnent une illustration assez précise de cette personnalité assez inclassable, mais qui avait un rayonnement assez unique, je dois dire, dans le milieu de la recherche, et a fortiori quand on pense aux obstacles que pouvait être à l'époque une carrière féminine d'une agrégée d'histoire venue d'un petit milieu de province, de Moulins-sur-Allier, et d'un milieu de... Elle était fille d'un employé des postes et d'une maman dont les origines paysannes étaient directes. Et voilà. Alors, le livre de Raymond de Moulin a été publié par Pierre Bourdieu dans sa collection devenue fameuse Le Sens commun aux éditions de Minuit, et il n'a jamais cessé d'être réédité depuis 50 ans. C'est quand même pas mal. Il n'a jamais d'ailleurs été mis en poche par Étienne Lindon, Jérôme Lindon, ni personne de sa succession, parce que c'était une bonne affaire que de le maintenir dans son état, et peut-être aussi une bonne affaire pour le lecteur, parce que le livre est dense et très copieux et fourni. Et il est devenu effectivement un classique indémodable. L'un des plus fervents admirateurs de ce livre a été le grand sociologue américain Howard Baker, qui est toujours parmi nous. Howard Baker avait publié en 1974 un article important qui s'appelait Art as Collective Action, qui posait les jalons de ce qui allait devenir un autre classique des sciences sociales, mais aux États-Unis, qui s'appelle Art Worlds, les mondes de l'art, publié en 82 et traduit ensuite en français en 88 sous le titre Les mondes de l'art. Mais entre l'article pionnier de 1974 et le livre de 82, Baker a lu Raymond de Moulin. Et il a lui-même témoigné pour... D'abord, il a dit « J'ai appris le français en lisant le livre de Raymond de Moulin ». Et il vous le confirmerait puisqu'il vient chaque année en France et il a un succès considérable en France. Et dans le livre de Howard Baker, Raymond de Moulin est l'auteur le plus cité, de très loin, parmi tous. Et voilà ce qu'il écrit sur Raymond de Moulin.
C'était une étudiante de Raymond Aron. Sa thèse, publiée en 1967, est un gros volume dans la grande tradition un peu old-fashioned de la thèse de doctorat sur le monde de la peinture en France. Et elle a interviewé des peintres, des collectionneurs, des propriétaires de galeries, des conservateurs, des critiques. Et visiblement, elle a passé beaucoup de temps à circuler dans les lieux où elle a fait sa recherche et où toutes ces professions opéraient. Et le livre contient une connaissance très profonde du monde de la peinture contemporaine. Et quand on sait que les Américains ne se payent pas trop de mots, il faut mettre du poids derrière tout ça. Howard Becker dit encore, ce livre est conceptuellement très riche. Je veux juste en donner un exemple. Le livre démontre que dans un monde où on fait de l'art et dans lequel le marché est la principale forme de diffusion et de distribution de l'art, la valeur esthétique et la valeur financière de n'importe quelle œuvre deviennent complètement et irrémédiablement, irrésistiblement confondues, de telle sorte qu'on ne peut pas faire un jugement sur la valeur esthétique sans faire simultanément, qu'on le veuille ou non, un jugement sur la valeur financière des œuvres. Si une œuvre est esthétiquement bonne ou historiquement importante, il y a inévitablement et irrésistiblement un enjeu monétaire. Ce qui crée de vastes confusions morales pour quiconque est impliqué dans ce système d'action. Alors, je veux aussi dire, avant de donner toute une série de pistes de lecture, je veux aussi dire que ce livre est demeuré inégalé. Je ne veux pas dire que la recherche s'est arrêtée ou qu'elle était impuissante à approfondir les multiples plans d'analyse explorés par Raymond de Moulin. Nous avons eu des thèses, des livres et des essais sur les arts plastiques, sur la carrière des peintres, sur les galeries et la structure du marché, sur les jeux du marché, sur les ventes aux enchères, sur les configurations changeantes, les interactions entre marché, musée, critiques, réseaux internationaux, à commencer d'ailleurs par un livre de Raymond de Moulin elle-même qu'elle a publié en 1992, qui s'appelle « L'artiste, l'institution et le marché », où elle a mis l'accent sur les relations de coopération et parfois un peu plus entre les grandes institutions publiques et le monde marchand. Nous avons vu aussi se développer des travaux économétriques sur la valeur artistique, et Raymond de Moulin elle-même a contribué aux échanges qui se sont développés dans ce secteur en Europe et aux États-Unis, par exemple avec des collègues comme Victor Ginsburg à Bruxelles ou John Michael Montias à Yale, qui étaient des amis chers. Nous avons vu se déployer des théories de sociologie des mondes de l'art et des champs artistiques, respectivement ceux de Becker et Bourdieu, qui sont durablement influentes. Mais le cadre analytique et méthodologique posé par Raymond de Moulin avait quelque chose d'unique, qui était celui d'une combinaison entre analyse sociologique, enquête ethnographique et modélisation économique. Je voudrais m'arrêter un tout petit instant sur l'enquête ethnographique. Le monde économique des marchands, le monde social des collectionneurs et le monde professionnel des peintres paraissent peut-être aujourd'hui plus identifiables et enquêtables plus aisément, notamment en raison des percées pionnières que j'évoque de Raymond de Moulin. Mais les variables parmi les plus essentielles, comme le prix des œuvres, les gains des artistes, les comportements à l'égard du succès ou de l'insuccès, les choix esthétiques des collectionneurs, la dimension de spéculation ou au contraire de passion initialement non calculatrice des collectionneurs ou des marchands, sont très difficiles à objectiver, parce que les coefficients de variabilité sont considérables. Variabilité des comportements individuels, variabilité des situations dans lesquelles ces données sont mises en circulation, variabilité des usages de l'information par les acteurs, j'en donnerai des indications tout à l'heure, et variabilité des motivations. Alors, quels sont les grands résultats du livre de Raymond de Moulin pour aller assez vite? Mais c'est un livre que j'ai relu soigneusement quand Sylvain m'a demandé de le présenter. Je dois dire que je n'arrêtais pas à chaque page me dire « mais là aussi c'est une pépite ». Il y a des pépites à chaque page. C'est vraiment merveilleux. Et le plaisir d'admirer fait partie de notre métier, heureusement. Et c'est un plaisir qui a été très solide, très fort ces derniers jours, je dois dire. Alors, d'abord, le livre est organisé pour détailler l'action de toute une série d'acteurs, les marchands, les collectionneurs, les peintres,
les opérateurs des maisons de vente, essentiellement. Et donc, si je prends ces différentes catégories d'acteurs, je vais en prendre 3, les marchands, les collectionneurs et les peintres, auxquels sont consacrés les plus gros chapitres. Elle procède par typologie pour parler des marchands. Les marchands, il y en a 3 types, il y en a 2 principaux et un hybride. Je commence par le type hybride. Ce sont tous les acteurs de ce marché qui ne sont pas en galerie et qui ne vendent pas avec une galerie ayant pignon sur rue et ayant une identité de marchand d'art national ou international déclarée. C'est tout le monde qui fourmille de courtiers, d'intermédiaires, y compris parfois aussi de peintres eux-mêmes qui vendent, ou de collectionneurs qui s'y prêtent aussi. On y trouve, comme elle dit, des gens du monde. Je cite ces expressions, des femmes de peintres qui vendent mal, d'anciens VRP, des jolies filles et des mauvais garçons, ce sont ces expressions, et de pâles escrocs. Et c'est là qu'elle donne une caractérisation assez cruelle et en même temps lucide. C'est sa manière, hein, je vais vous expliquer sa manière, mais il y a une phrase dans le livre où elle dit « Plus l'eau est trouble, meilleure est la pêche ». C'est un exercice d'objectivation d'un monde qui fascine, mais qui est saturé de beaucoup de caractères un peu troubles. Il y a aussi des collectionneurs qui agissent comme des marchands ou comme des négociants, et des acheteurs qui opèrent pour des grands collectionneurs et des réseaux. La question alors qu'elle pose, c'est sa manière de procéder, c'est « Mais pourquoi donc autant de petits intermédiaires alors que les galeries d'art sont si nombreuses ?» Et la réponse est, du moins telle que je la synthétise, le marché doit rassembler des quantités considérables d'informations sur les acheteurs potentiels, les vendeurs potentiels, l'énorme diversité des œuvres, les préférences qui relient les œuvres et les acheteurs, les probabilités de mise en vente de telle ou telle toile, la diversité des prix qui sont praticables en fonction des situations de transaction, les perspectives de spéculation. Et pour certains segments du marché, les acteurs rassemblent, produisent, échangent ces informations sous un régime d'incertitude assez radical sur la valeur esthétique et marchande des œuvres. C'est exactement le cas en art contemporain. Pour l'art classé, comme elle dit, vous savez à peu près ce que valent les œuvres, vous pouvez jouer sur des prix de multiples manières, mais vous savez ce qu'elles valent esthétiquement. Pour l'art contemporain, c'est l'inverse. Et d'autres procédés se mettent en branle. Il y a donc des coalitions et des réseaux d'acteurs qui servent à traiter ces besoins et ces enjeux de valorisation d'informations. Ça, c'est un premier type ou un premier ensemble d'acteurs qu'elle qualifie d'hybride, faute de mieux le caractériser, parce qu'il est hétérogène. Ensuite, il y a la catégorie des marchands de peinture classée, c'est-à-dire la peinture ancienne, la peinture impressionniste ou la peinture consacrée du XXe siècle. Ça, c'est l'univers des valeurs sûres, où les possibilités d'innover d'un marchand réside essentiellement dans des mécanismes de redécouverte. On n'arrête pas de redécouvrir des peintres, de redécouvrir des mouvements, mais redécouvrir des mouvements négligés ou des peintres négligés ou des périodes négligées d'un peintre. Mais ça n'est pas simplement s'émerveiller en disant « Ah, nous avons oublié que c'était un grand peintre ». Ce sont des mécanismes extraordinairement précis et sophistiqués de relance commerciale. C'est-à-dire qu'on prépare la manière de coordonner une grande exposition dans un grand musée et une publicité bien orchestrée pour activer le feu de la redécouverte esthétique et des opérations marchandes qui vont bon train et qui sont reliées à celle-là, non peut-être pas par une sorte de conspiration où tout le monde est là à être intéressé, mais par une bonne orchestration des comportements. L'essentiel est aussi pour ces marchands de peinture classée qu'il s'agit d'œuvres importantes, souvent chères et très chères, et qui ne sont accessibles qu'à des clients extraordinairement fortunés. Raymond de Moulin procède ici à une série de portraits de grands marchands, comme la fameuse dynastie des Wildenstein, qui a encore fait parler d'elle récemment, dans des procès retentissants. Il y a là une matière assez étonnante. Les portraits qu'elle trace, soit à partir d'entretiens, mais qui sont tous anonymés,
soit à partir d'extraits d'ouvrages qui sont... Elle a un art de capter les bons extraits, de les mettre là, elle a beaucoup lu vraiment, qui est assez étonnant. Donc elle peut utiliser ces deux matériaux pour les soutenir l'un par l'autre. Et elle donne, par exemple, c'est un cas où je peux vous donner un exemple de son acuité d'analyste sociologue. Elle regarde un cas de controverse sur l'influence qu'a exercée George Wildenstein sur les décideurs publics. Parce que Wildenstein était un grand marchand, mais un grand marchand doit se préoccuper de la manière dont se comportent les musées, qui détiennent des collections et qui gèlent de plus en plus de capital d'œuvres qui étaient en circulation et qui, une fois entrées dans les collections, n'en sortent plus. Et donc, il est important pour un marchand de savoir comment se comportent les musées et comment éventuellement les influencer. Et il a été accusé d'influencer excessivement les responsables des musées quand il s'agissait de procéder précisément à des redécouvertes ou de remettre des peintres à la mode. Et évidemment, le soutien ou la légitimation des institutions publiques ont un effet immédiat sur la cote et sur les prix. Mais ici, nous sommes donc dans le monde des grandes fortunes, des grands marchands, mais indissociablement aussi de l'affairisme et de la tactique. Il y a tout de même, à travers tout le livre, un portrait d'une sorte de capitalisme de l'art qui est assez spectaculaire, je dois dire, et qui est très décapant. Ensuite, il y a le troisième type, c'est le marchand innovateur. Alors, en historienne qu'elle était au départ, Raymonde Moulin s'appuie sur des cas fameux de marchands entrepreneurs et innovateurs qui ont été associés à l'essor de l'impressionnisme, du cubisme et de l'art de mouvement. Elle accorde une importance certaine à des portraits et à des reconstitutions des itinéraires de marchands comme Durand-Ruel, Canneveller, Ambroise Vollard. Et son travail consiste à dépasser les mythologies construites par les marchands eux-mêmes autour de leur fausse naïveté. Alors, je vais vous donner ici un exemple merveilleux de témoignage d'Ambroise Vollard, un marchand célèbre qui exposa Cézanne, Gauguin, Van Gogh, Matisse, Picasso. Il a écrit un livre qui s'appelle « Souvenirs d'un marchand de tableaux » et Raymonde Moulin le cite pour prendre la distance à l'égard de cet exercice de fausse naïveté. Mais ça vous donne la manière dont elle procède. Ça n'est pas exactement une sociologie du soupçon parce qu'elle est aussi capable d'empathie. Elle a les deux registres. Et ça, c'est assez unique, je dois dire. Je connais peu de cas de ce genre. Ambroise Vollard dit « Je ne connais pas de secret pour faire fortune. Mon expérience dont vous me demandez de vous faire profiter me rappelle seulement tout ce que je dois à mon invincible propension au sommeil. Maintes fois, l'amateur entrant dans ma boutique m'y trouvait assoupi. Je l'écoutais, encore à moitié endormi, dodelinant de la tête, en essayant péniblement de répondre. Le client prenant pour un refus mon inintelligible ronronnement, augmentait progressivement son offre, de telle sorte que quand j'étais à peu près réveillé, mon tableau avait obtenu une appréciable hausse. C'est le cas de dire que la fortune vient en dormant, et c'est la grâce que je vous souhaite. » Et Raymonde Moulin, évidemment, avait une distance ironique fulgurante à l'égard de ces citations. Elle décrit aussi les méthodes, par exemple, de Daniel-Henri Canneveller, qui est extraordinairement célèbre, le marchand du cubisme notamment. Et ce sont des méthodes d'innovateurs. Qu'est-ce que font des marchands comme ça? À l'époque, le marché décolle vraiment à la fin du XIXe siècle et dans la première moitié du XXe siècle. Et toutes les méthodes dont je vais parler se mettent en place à ce moment-là. Établir un contrat de monopole sur toute la production d'un peintre, à qui on paye des mensualités. Établir des liens de confiance dans la parole donnée, ça tient tant que les carrières sont toutes les deux ascendantes. Acheter et vendre à bon marché les jeunes peintres. Savoir découvrir les peintres prometteurs en pariant sur l'inconnu. Mais surtout, et là elle relie le cas de Canneveller à d'autres marchands de comportement identique, Raymonde Moulin établit le type du marchand entrepreneur et innovateur comme un type schumpeterien. Il prend des risques, il combine le pari sur l'innovation et des méthodes de financement et de vente originales. Et il a un système de motivation qui est assez complexe. L'objectif de profit est rarement avoué, mais
il sera valorisant, évidemment, si l'idée est que le profit permet de nouveaux investissements. Dans ce cas-là, le profit est légitime. Deuxièmement, le comportement spéculatif est évidemment assez directement associé à tout ce que sont les initiatives de très court terme, notamment dans la peinture contemporaine. Dans le cas de la peinture contemporaine, la valeur esthétique des peintres est incertaine, elle n'est pas stabilisée. Et dans ce cas, se mêle à la fois le goût du jeu ou du poker et l'attitude d'aventurier, de défricheur et de soutien des artistes aussi. Il y a un troisième type de motivation qui peut être le caractère militant d'un marchand qui défend une cause artistique et peut-être aussi pour satisfaire un désir inassouvi de n'avoir pas créé soi-même. Cette équation des motivations, sans arrêt dans le livre, quand elle en déploie plusieurs types, elle se plaît à dire ils ne sont pas exclusives ou elles ne sont pas exclusives les unes des autres. Les raisons d'agir coexistent ou varient en fonction des contextes. Et il est absurde de rester pris dans des alternatives simplistes. Est-ce que je suis intéressé ou désintéressé? Est-ce que je suis cynique ou est-ce que je suis sincèrement épris de la peinture que je défends? Raymond de Moulin répond sans arrêt qu'il n'est pas inutile de se mentir à soi-même, comme elle dit. Et chez quelques-uns, comme elle dit, la lucidité sur leur ambivalence peut être très élevée. C'est sa manière d'écrire. C'est fin, c'est de l'ethnographie très fine. Alors, innover, bien sûr, c'est un noble but, mais comment est-ce qu'on s'y prend? Et là, la sociologue précise, le marchand n'est presque jamais le découvreur. Donc, arrêtons d'identifier les marchands à des découvreurs purs et parfaits qui vont tirer la couverture à eux. En fait, le marchand, il tâtonne et, dit-elle finement, il ne doit pas cristalliser son goût trop tôt, sous peine de se fermer à des tendances émergentes, parce qu'il reçoit beaucoup d'avis et d'informations, et ensuite, il doit effectivement faire des choix, prendre ses risques, mettre en place un plan d'action sur les peintres qu'il sélectionne. Des expositions de groupe, des expositions personnelles, des soutiens des prix de vente en vente publique, l'introduction auprès des experts et des collectionneurs, etc. Et puis, il y a des stratégies beaucoup plus précises et complexes. Il fallait qu'elle apprenne à les connaître, ces stratégies. Et les connaître, c'est en quelque sorte révéler les secrets de boutique. Par exemple, doser l'offre, agir sur l'offre. Comment est-ce qu'un marchand peut agir sur ce que fait un peintre? Est-ce qu'il doit pousser le peintre à produire davantage ou à coller à des tendances rentables? En fait, ça a des limites très rapidement, parce que l'autonomie de l'artiste est un bien quand même assez sacré. En fait, le marchand doit plutôt doser des stocks, il doit savoir attendre, savoir faire travailler le temps est une compétence fondamentale. Évidemment, ça a un coût peut-être parfois très élevé, parce qu'on risque sa fortune, notamment quand la conjoncture est défavorable. Et sans arrêt dans le livre, on a un travail sur qu'est-ce qui est possible dans une conjoncture favorable, qu'est-ce qui est impossible dans une conjoncture favorable, qu'est-ce qui arrive dans une conjoncture défavorable, etc. C'est tout à fait intéressant. C'est un maillage de variables qui est fascinant à lire. Et comme disait Ambroise Vollard lui-même, on peut se tromper jusqu'à 80%. Au-delà, on atteint la limite du supportable. Et elle cite à plusieurs reprises François Pérou, qui écrivait à propos de l'entrepreneur « Il est un pionnier heureux ou une victime de la nouveauté ». Et ben voilà, on peut être les deux. Et on peut l'être simultanément ou parfois ou successivement plutôt et parfois presque simultanément. Deuxième plan d'analyse, ça concerne les relations entre les acteurs. Les marchands sont en concurrence. Ils se disputent, les peintres renommés. Et les peintres, une fois qu'ils sont renommés, peuvent mettre les marchands en concurrence et tyranniser leurs marchands autant que les marchands ont pu les tyranniser avant. Le jeu se renverse. Et les marchands, les artistes et les collectionneurs ont des relations changeantes. La sociologie, c'est l'action, mais c'est aussi l'interaction. C'est un monde d'interaction, et d'interaction extraordinairement variable et dynamique. Et on en a une illustration fantastique ici. Si l'ascension des marchands, des artistes et des collectionneurs de ces artistes vendus par ces marchands, si cette ascension des uns et des autres va de pair, tout va bien, la fidélité des relations est acquise. Mais s'il y a décalage dans la carrière des uns et des autres,
là, les rapports de force deviennent impitoyables. Je ne peux pas lire les citations que j'avais prévu de donner et de lire, parce que je n'ai pas le temps, mais il y a une citation merveilleuse sur des visites d'atelier qu'elle fait, et c'est page 137, pour ceux qui iront lire le livre. Les relations sont aussi, entre marchands et collectionneurs, sont aussi immergées dans des tensions multiples. Accusations d'incompétence, critiques des collectionneurs parvenus, imprécations contre les marchands spéculateurs. D'où de multiples rites d'interaction pour parler comme Goffman. Et je vais vous en donner un exemple à travers une citation sur une sorte de technique d'intimidation des acheteurs par le marchand. Cette citation est due à Pierre Loeb, qui était lui-même un grand marchand. La citation concerne Paul Guillaume. Paul Guillaume était un très célèbre marchand qui a exposé Modigliani, Chirico, Derain, Picasso, Matisse, Van Dongen, et qui a fourni notamment et conseillé Albert Barnes, le très grand collectionneur américain de Philadelphie. La citation est en dessous ici. Paul Guillaume était troublant, dit Pierre Loeb. Quand on allait dans sa galerie, on était reçu par une secrétaire dûment stylée qui, dans un sourire froid et aussitôt repris, vous disait invariablement « Monsieur Guillaume est en conférence ». Ce rite accompli, après une attente dosée selon la qualité du visiteur, c'est-à-dire la durée plus ou moins longue, le cérémonial vous conduisait à un bureau où, étalé dans un fauteuil, Paul Guillaume faisait des ronds de fumée et d'un geste royal vous invitait à vous asseoir. Donc, il fallait laisser mijoter le client avant de le recevoir. Alors, comment classer, ordonner, synthétiser une information qui doit combiner toutes sortes de caractérisations très individualisantes des acteurs, ici les marchands, c'est-à-dire leur propriété sociale, leur carrière, leur réalisation, et des dynamiques d'interaction entre ces acteurs, et enfin, comment synthétiser aussi l'information sur la variabilité des comportements qui résultent de ces multiples causalités. Eh bien, la seule ressource efficace qu'a trouvée et qu'a pratiquée, je crois, avec beaucoup de contrôle épistémologique Raymond de Moulins, c'est la typologie. Il y a une typologie à la fin du chapitre sur les marchands qui distingue 7 types. Le maquignon, le pépiniériste, c'est-à-dire celui qui fait travailler des jeunes, mais il ne peut pas vraiment les promouvoir, il n'a pas assez de moyens. Le marchand de peinture à la mode, qui était Faubourg Saint-Honoré. Le marchand romantique de la rive gauche, souvent un ex-peintre, qui fait de sa galerie un club de fréquentation et de rencontres entre les peintres et entre les milieux de l'art de mouvement. Les amuseurs, des marchands extravagants, provocateurs, scandaleux. Et les grands entrepreneurs, les grands hommes d'affaires, ça c'est le 6e type. Et enfin, le 7e, ce sont les innovateurs et les entrepreneurs. Il faut que j'aille assez vite. Les collectionneurs, ça c'est un chapitre assez fantastique. Raymond de Moulins a échantillonné 850, elle a constitué une liste de 850 noms, donc elle a vraiment fait un boulot de sociologue qui a créé des standards pour la suite. Et elle a repris ces techniques quand elle a fait un travail avec Jean-Claude Passeron dans les années 80. Elle a donc elle a créé une liste de 850 collectionneurs et elle a tiré au sort 90 collectionneurs qu'elle est allée voir et interviewer. Et donc, le but est de caractériser le collectionnisme par un certain nombre de traits sociaux, mais aussi psychologiques, et ensuite d'établir une typologie selon la variable qui est la plus explicative, c'est-à-dire la hiérarchie de pouvoir économique des collectionneurs. Il y en a qui sont très riches et d'autres pas vraiment. Et donc, cette hiérarchie-là est principale et les autres sont secondaires. Et donc, on fait à partir de là, cette typologie doit créer, doit identifier une grande diversité de comportements, mais dans un milieu qui est tout de même socialement extrêmement homogène. Ces gens-là ont des moyens, la plupart ont des moyens, quand ils collectionnent vraiment. Et donc, toutes ces variables qu'elle étudie, statut socio-économique,
proximité avec les professions artistiques. Est-ce qu'ils vivent à Paris, en province ou à l'étranger? Il y a des collectionneurs internationaux. Tout ça, ce sont des pépites ou des graines qui ont ensuite germé pour faire de multiples analyses exactement sur cette ligne-là, par la suite en sociologie. Eh bien, pour chacune des variables examinées, la conclusion est la même, et je vous la donne ici. Les collectionneurs ont en commun de se situer au sommet de la hiérarchie professionnelle à laquelle ils appartiennent, et c'est ce qui les différencie des micro-collectionneurs ou des acheteurs épisodiques. Qu'il s'agisse des professions libérales, médecins ou avocats de renom, des détenteurs de capitaux et de moyens de production, banquiers et industriels, de cadres supérieurs du commerce et de l'industrie, ou de ceux qui ont du succès dans les professions de la mode et du spectacle, vous pouvez mettre des noms derrière tout ça aujourd'hui encore, et Dieu sait, des grands couturiers, des acteurs, des danseurs, des vedettes de cinéma, ou des hommes politiques en vue, ils font partie de l'élite sociale. Pour cette élite sociale qui fournit la base de recrutement des collectionneurs, il est à noter que les élites culturelles sont sous-représentées. Les marchands le constatent non sans amertume, elle cite « Notre galerie est surtout fréquentée par des intellectuels, des poètes, des écrivains, des professeurs de la Sorbonne. Beaucoup ne peuvent pas acheter, mais ils viennent, ils sont avec les étudiants, les visiteurs les plus assidus de la galerie. » Donc la galerie, c'est pour acheter quand on a les moyens et pour visiter quand on n'en a pas. Et donc l'analyse qu'elle fait, elle doit évidemment se concentrer sur cette élite sociale détentrice de capital économique suffisant pour collectionner autrement qu'épisodiquement. Inutile de dire que ce milieu extrêmement homogène économiquement n'est absolument pas simple à enquêter par un sociologue s'il est un outsider. Et l'un des investissements qu'a opéré Raymond de Moulin, dont j'ai rappelé tout à l'heure l'origine sociale, ça a été d'obtenir la confiance de deux insiders décisifs qui lui ont ouvert, par un effet typique d'avantage cumulatif, les portes de milieux qui sont normalement totalement inaccessibles. Et j'en ai d'autres preuves beaucoup plus récentes. On n'a pas recommencé ce genre de travail. De cette manière-là, c'est impossible si on n'a pas ces outils-là. Elle a obtenu par Raymond Aron d'être en contact avec un homme extraordinaire qui est Daniel Cordier, grand résistant et grand marchand d'art, notamment de Dubuffet. Et par Daniel Cordier, elle a pu accéder et interviewer le baron Élie de Rothschild, qui est une figure majeure du monde de l'art de l'époque, et dont elle évoque d'ailleurs la collection sous la catégorie type mixte, à savoir la collection d'un héritier milliardaire d'avant-garde, collectionnant les œuvres du passé et la peinture ultra-moderne. Donc c'est un type vraiment mixte. Et ces deux introducteurs lui ont assuré l'accès à des collectionneurs qui ne refusaient pas un entretien à qui pouvait se recommander de deux figures aussi éminentes et admirées de ce milieu. Et ensuite, c'est le mécanisme typique de ce qu'on appelle le snowball sampling, c'est-à-dire la boule de neige. Une fois que vous avez eu un rendez-vous et que vous dites « Ah, j'ai vu Élie de Rothschild », toutes les portes s'ouvrent. Voilà, ça, c'est assez étonnant. Alors, comment opérer des distinctions dans un milieu aussi homogène? Évidemment, elle procède à des analyses de motivation, de comportement, de préférences esthétiques ou de signification sociale des choix. Et elle étudie par exemple les dimensions névrotiques ou au contraire rationnelles du collectionnisme de haut niveau, le caractère ostentatoire, comme dirait Veblen, des achats et des collections de prestige, ou ce qu'elle appelle joliment le panache aristocratique de la dépense improductive, ou encore l'émulation compétitive entre des collectionneurs. Un principe qui est extraordinairement puissant et conforme à l'inspiration ethnographique de l'enquête, c'est un principe de double lecture des comportements. Il s'agit à la fois d'objectiver et d'être en empathie. C'est une idée qu'a reprise par exemple Jean-Claude Passeron dans les années 90, quand il a fait des enquêtes, et quand il a dialogué avec Claude Grignon dans un livre fameux d'entretien sur la culture. Qu'est-ce que je veux dire par double lecture des comportements? D'un côté, les dépenses des collectionneurs peuvent être considérées comme des formes ostentatoires de signalement d'un statut social qui symbolise la supériorité de la rationalité sociale ou économique sur l'irrationnel, ou qui autorise aussi le collectionneur à associer son nom à celui des artistes
quand il fait la donation de ses œuvres à des musées. Aujourd'hui, vous savez qui est maintenant le grand collectionneur Tchoukine. On n'a jamais parlé autant des collectionneurs que depuis récemment, tout simplement parce que ces collections sont entrées dans des musées via toutes sortes d'arrangements fiscaux et de donations. Et donc, on s'achète par là aussi un passé et une gloire peut-être éternelle. Peut-être que Tchoukine aura une gloire éternelle comme les peintres qu'il a collectionnés. En tout cas, grâce à la Fondation Vuitton. Mais Raymond de Moulin note aussi, par exemple, qu'un bourgeois parvenu qui collectionne des œuvres magnifiques, il collectionne aussi, ou il acquiert aussi le pédigré de tous ceux qui ont été les propriétaires de ces œuvres auparavant. Donc il s'achète en quelque sorte une place dans une lignée dans laquelle il ne figurait pas auparavant. Tout ça, ce sont des jeux sociaux extrêmement subtils qu'il faut faire émerger sans dire que c'est ça qui contrôle tout le comportement. Précisément, elle note aussi d'ailleurs que ce genre de comportement et de jeu de rattrapage social, c'est le fait de milliardaires acheteurs de peintures extrêmement chères et qui sont souvent des parvenus de première ou deuxième génération. Et elle cite par exemple le cas de l'armateur grec Niarchos, ou encore une liste de banquiers, d'industriels et d'armateurs, Getty, Chrysler, Whitney, Mellon, etc. Aujourd'hui, on citerait des milliardaires allemands, russes, chinois, et on aurait une très longue liste aussi à faire. Mais il y a une autre lecture qui est... donc celle-là, c'est la lecture sociale, en quelque sorte, faire la démonstration de sa valeur et éventuellement développer un goût après avoir été conseillé soigneusement par toutes sortes de conseillers. Quand on a les moyens, on a aussi les moyens de se faire conseiller. Mais il y a une autre lecture qui est celle d'une solide rationalité économique. Ces acheteurs qui finissent par devenir éventuellement d'authentiques connaisseurs, et c'est ça leur bâton de maréchal d'une certaine manière, puisqu'ils sont soigneusement conseillés par des experts. Ces acheteurs et ces collectionneurs sont aussi des gens qui font des placements. Et ces placements figurent à côté de placements d'actifs boursiers, de valeurs boursières, et ils sont susceptibles évidemment de valorisation, de gains, parfois extraordinairement élevés, surtout quand les moyens injectés dans la collection permettent de se procurer les œuvres les plus célèbres, celles qui sont totalement à l'abri d'une perte de valeur. Et ensuite, toutes sortes de possibilités d'arbitrage et de spéculation sont ouvertes, notamment dans les conjonctures favorables. Et donc, ce principe de la double lecture, il est appuyé sur des ressources d'écriture qui sont ajustées à l'objectivation sociologique que pratique Raymond de Moulin. Il y a un style d'observation et de notation ethnographique qui est tantôt balzacien, les Rastignac, ça ne manque pas, tantôt proustien, elle a des pages magnifiques sur le snobisme, tantôt apparenté à des portraits pénétrants comme ceux qu'on trouve chez les moralistes du XVIIe siècle, quand ils décrivent la société de cour. Et il y a beaucoup de cours au pluriel dans ce milieu. L'objectivation et la portée critique sont renforcées par ces effets d'écriture, car l'un des enjeux, à mon sens, essentiels apparaît, objectiver non pas simplement des comportements ou des actions, mais la variabilité des comportements en fonction des situations. C'est un thème que je reprends à plusieurs reprises, comme vous le voyez. C'est ce qui permet de se défaire des questions naïves, ancrées dans ces dualismes élémentaires que j'ai déjà cités. Le peintre calcule-t-il ou est-il désintéressé? Le marchand est-il sincère? Ou bien, quand il donne une information à un collectionneur, ou bien le manipule-t-il? Est-ce que le cynisme est le meilleur des conseillers? Inlassablement, Raymond de Moulin veut disposer ces dualismes aux deux extrémités d'un continuum de situations dans lesquelles se distribuent la plupart des comportements. Parce que la variation des comportements est importante, et elle est importante pour comprendre la complexité des causes et des raisons. Je vais peut-être passer ici à maintenant un troisième point qui est la section qui est consacrée aux peintres, parce que j'ai plus beaucoup de temps. On a encore un peu de temps. Je suis vraiment obligé de passer par beaucoup de choses, mais tant pis. Le livre est riche, comme vous voyez. La section concernant les peintres
elle aussi, elle est basée sur des méthodes tout à fait pionnières. C'est le chapitre 7. À ma connaissance, il n'existait rigoureusement aucune enquête sociologique en France sur aucune profession artistique à l'époque où Raymond de Moulin a fait son travail. Rien, strictement rien. Et à l'étranger, les enquêtes, par exemple aux États-Unis, étaient extraordinairement rares. Il y avait un travail sur les auteurs qui est assez léger, de Kingston, je crois. Il y avait une enquête de 2 économistes, Baumol et Bowen, sur les milieux des arts de performance, des arts du spectacle. Et le seul travail un peu consistant était en fait un travail de sociologie historique. C'est le livre de Harrison et Cynthia White, qui est un livre d'ailleurs magnifique, qui s'appelle Canvases and Careers, qui a été traduit en français sous le titre La carrière des peintres, dans une collection que j'ai dirigée chez Flammarion, et qui portait sur les origines de la révolution impressionniste, avec un modèle assez savant sur la démographie de la population artistique et la crise progressive du système académique. Et elle le cite d'ailleurs, Raymond de Moulin, elle le connaissait très bien et elle admirait beaucoup ce livre. Mais Raymond de Moulin, elle travaille dans un domaine où il n'y a pas d'équivalent du tout. Donc elle invente rigoureusement tout ce qu'elle peut inventer. Et elle examine, pour, par exemple, identifier les peintres. Qui sont-ils? Ça ne va pas de soi. Et elle a répliqué l'exercice à une échelle encore supérieure dans les années 80 avec Jean-Claude Passeron. Mais déjà, toutes les méthodes sont en place. Elle consulte les sources statistiques de l'INSEE, des commissions de professionnalité du ministère du Travail, des associations professionnelles et des syndicats, de la caisse d'allocation vieillesse, des salons professionnels. Elle recueille toutes sortes de listes de peintres, parce qu'elle n'a pas une idée a priori. La dénomination de peintre, ça n'est pas une évidence. C'est aussi une construction sociale, et une construction fiscale, et une construction économique, et une construction de pension de retraite, etc., etc., et une construction juridique. À partir de là, elle procède à des échantillonnages en fonction de ses sources et elle trouve et elle structure son enquête autour de 4 groupes de 30 peintres et elle leur adresse, elle a un questionnaire très long qu'elle leur administre en face à face. Elle donne d'ailleurs le questionnaire à la fin du livre et c'est un joli modèle de travail. Et elle a un choix de protocole d'exploitation qui est aussi la preuve de sa lucidité. Son échantillon est trop petit pour supporter l'analyse statistique. Des jeunes chercheurs un peu moins scrupuleux ont fait des statistiques avec moins de monde que ça, je dois dire, et c'est un peu désespérant. On se dit que la sociologie devrait être un peu plus cumulative et éviter des erreurs de ce genre. Mais enfin. Et elle procède surtout à une exploitation de type qualitatif et à un travail de typologie. Elle fait donc ici comme elle l'a fait pour les marchands. Et comme elle le dit, compte tenu de la méthode adoptée, il est impossible de quitter le plan de l'analyse des types pour celui des évaluations quantitatives et de mesurer statistiquement l'influence que le signalement sociologique des collectionneurs peut exercer sur les choix esthétiques et leurs attitudes. Et ça vaut pour les peintres aussi. Notre objectif se borne à rechercher comment, dans l'échantillon qui a fait l'objet de notre enquête et auquel nous saurions attribuer une valeur statistiquement représentative, se distribuent sociologiquement les types. Et voilà, et c'est ça son but, et c'est la manière dont elle procède. Ensuite, elle pose toutes sortes de bases thématiques sur ce qui sera étudié sur les peintres, la formation, ses pesanteurs, la formation d'un peintre, et elle le montre déjà à ce moment-là, et ça a été reconfirmé de bien des manières ensuite. La formation, c'est une situation d'inertie. Les institutions de formation sont toujours beaucoup plus inertes que l'art. L'art avance beaucoup plus vite et la formation recueille et enregistre ce qui s'est passé dans l'art avec un décalage, même si elle cherche la formation à coller à la dernière tendance. Mais c'est une situation déstabilisante. Et donc, la formation d'un peintre consiste à apprendre à désapprendre. Et elle le montre extrêmement bien, à renoncer à des conventions. Et donc il y a un éloge paradoxal de l'autodidaxie, même de la part de peintres qui ont été formés dans des écoles des beaux-arts. Ils se disent autodidactes, et elle le confirmera encore dans une autre enquête ultérieure. La carrière, alors, elle oppose très clairement et de manière très, 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 très efficace la carrière académique qui connaissait ses derniers soubresauts dans les années 60, prix de Rome, récompenses, prix des salons, accès à des postes d'enseignement, achat par l'État, commande publique, entrée dans les collections publiques, etc., etc. Tout ça pouvait se cumuler.
et puis ce qu'elle appelait la carrière libre ou l'officialité parallèle. Un des grands sujets, évidemment, quand on veut objectiver en sociologue la condition de l'artiste, c'est la question des revenus. Et là, elle ne fait pas semblant. Elle évoque des pistes, mais elle évoque aussi des obstacles. Elle a cherché à avoir accès à des sources fiscales. D'autres maintenant le font. Ça a été une des innovations de Thomas Piketty, par exemple, c'est d'accéder à des sources fiscales. À l'époque, il n'y avait pas moyen. Mais elle a cherché. Elle a toqué aux portes. C'était quand même pas mal, hein, franchement. À la fin des années 50 et début des 60, et après on lui dit « Mais vous n'êtes pas sociologue !» Vous vous rendez compte ? C'est hallucinant comme situation. Vraiment, il y a de quoi méditer longuement. Enfin, je veux arrêter sur ce thème, mais il y a un moment où on a envie de s'enflammer aussi quand même. Elle a été chercher des statistiques, la caisse d'allocation vieillesse, des arts graphiques et plastiques. Elle a été chercher des estimations de la Confédération des travailleurs intellectuels, etc., etc. Et elle montre que les données ne sont pas fiables et qu'elle ne veut pas en produire pour faire semblant d'objectiver quelque chose qui est trop difficile à objectiver parce qu'il y a trop de bruit dans ces données. Il y a trop d'aléas dans le produit. Mais... en revanche, ce qui est plus intéressant, c'est tous les raisonnements qu'elle mène sur la liberté de création et le double bind de l'artiste, c'est-à-dire devoir se libérer des contraintes et accepter le jeu du marché. Et là, l'artiste se situera toujours entre deux exigences, c'est ce que disait d'ailleurs très bien Van Gogh. Il faut vivre et donc obtenir des degrés minimaux et éventuellement plus de réussite, et en même temps, il faut être sauvé à ses propres yeux. Et donc, il y a un double système de justification, ce que Bourdieu appellera plus tard des systèmes de défense contre le désenchantement. Je dois dire que je regrette un peu que Bourdieu, qui a eu l'honneur de publier ce magnifique livre dans sa collection, n'ait pas beaucoup cité Raymond de Moulin. Mais enfin, les grands hommes ont leurs petites faiblesses. Et donc, il y a... elle dit, par exemple, elle montre comment il s'agit, dans certains cas, de dévaloriser le succès. Et ça, c'est le modèle du peintre maudit, c'est-à-dire qui perd gagne. Et c'est ce que Sartre a admirablement analysé ensuite dans son livre sur Flaubert. Il y a une sorte de volupté du ratage. Comme elle dit, elle cite un marchand qui dit « Il y a les voluptueux du ratage qui se couchent sur les rails toutes les fois que quelqu'un essaie de mettre le train en marche. » C'est assez... Bon, c'est sa manière, hein, c'est sa manière. Et il y a aussi les névrosés de l'échec, évidemment. Et l'insuccès peut devenir valorisant d'une certaine manière. Le succès en ce monde pourrait être le signe d'un insuccès devant la postérité, et réciproquement. Le premier sera le dernier, etc. C'est aussi bâti sur le monde de la malédiction des peintres romantiques. Et puis, il y a l'autre comportement qui est joué pour gagner. Et évidemment, une fois qu'on a gagné et qu'on est connu, on peut être un artiste magnifique, un prince des arts, et non pas l'artiste maudit, tout en ayant commencé comme artiste maudit. Enfin bon, je voudrais finir par un détail qui est... parce que la théorie économique qu'elle utilise, c'est un petit bijou. C'est une théorie qu'elle a bâtie à partir de deux idées. C'est l'idée que le peintre est un monopoleur, c'est-à-dire que chaque peintre se différencie de tous les autres et il a le monopole de sa production, comme un inventeur doit avoir le monopole de son innovation, et donc parce que l'œuvre lui appartient et qu'il va la mettre en vente. Mais il en a le monopole. Et le marchand peut éventuellement acquérir le monopole de la production d'un peintre. Et en même temps, ça c'est une situation qui va contre la théorie classique de la concurrence en économie. La concurrence, c'est abat les monopoles. Vous entendez ça à longueur de journée. Et ici, non. On a le monopole, mais chaque peintre est en concurrence avec les autres. Donc, on a une situation de concurrence monopolistique. Et ça a été théorisé par des auteurs comme Chamberlain et John Robinson, qu'elle a très très bien utilisé et qui ont fait un retour en force fantastique dans la théorie économique dans les années 80 et 90, mais c'était exactement ce qu'il fallait pour comprendre le système. Et elle en fait un usage vraiment admirable. Je pense que
des bons conseillers comme Raymond Barre et Jean-Marcel Jeannet ont été très efficaces avant de devenir autre chose. Ils ont été de bons savants et de bons camarades pour l'aider à apprendre. Et un point ultime qui est peut-être pour moi le plus bel exemple qui devrait être donné. Attendez, je cherche le... voilà, pardon, c'est ça. Je vais finir par une citation un peu longue, mais je laisserai la parole à Raymond de Moulin. L'analyse économique, elle est entièrement bâtie sur des prix et des quantités. Et ce que le sociologue fait de mieux que n'importe quel économiste, c'est de montrer ce qu'est un prix dans ce monde-là. Et voilà la citation, c'est un bijou. L'analyse économique du fonctionnement et de la dynamique du marché nous a permis d'introduire un matériel quantitatif auquel son caractère mesurable devrait théoriquement donner une indiscutable objectivité. Un tel espoir est pourtant condamné, dans le domaine qui nous intéresse, à demeurer partiellement illusoire, c'est les prix. Les seuls prix bien connus sont ceux enregistrés en vente publique et leur signification est restreinte à l'égard des œuvres des peintres vivants. Les prix concrets pratiqués dans le commerce privé, difficilement accessibles, témoignent d'une grande diversité. Pour une même œuvre, à un même moment, il n'existe pas un seul prix, mais plusieurs. Celui qui est proposé, non sans réticence dans les sphères élevées du marché à l'acheteur anonyme, celui qui est payé par le musée ou par le collectionneur privilégié, qu'un tableau figure dans une grande collection représente une promotion pour le marchand qui exige un sacrifice financier de la part du marchand, ou par le courtier ou le revendeur au prix marchand, mais aussi le prix indiqué au journaliste qui publie la cote à des fins de propagande. La tendance sera ici à surcoter, puisque la consécration du peintre est liée à sa place dans la hiérarchie économique. Ainsi, les prix pratiqués lors des ventes à l'amiable, c'est-à-dire en boutique, en galerie, sont difficilement connus, et je vous donne la suite, comme d'ailleurs la quantité de toiles vendues. Les œuvres des maîtres du passé circulent généralement dans le plus grand mystère. Exposées, elles sont immédiatement dévaluées en galerie. Aussi, les marchands n'ont-ils guère dans leurs vitrines que des tableaux de montres, tandis que les œuvres importantes se vendent sous le manteau. Dans le cas des œuvres d'artistes vivants, les marchands dissimulent parfois aux peintres le nom des collectionneurs qui s'intéressent à eux, dans le double souci de n'être pas mis hors du circuit commercial par des contacts directs entre l'acheteur et l'artiste, et de ne pas procurer à un concurrent, dans le cas où l'artiste changerait de marchand, une liste d'amateurs éventuels. Une confusion entretenue règne partout. Plus l'eau est trouble, meilleure est la pêche. Pour étudier le marché des ventes à l'amiable, comme pour étudier le marché noir pendant les années de guerre, il n'existe pas d'autre moyen que de multiplier les observations et de s'efforcer d'en dégager, avec toutes les réserves qui s'imposent, une impression d'ensemble. Et voilà, c'est une leçon d'ethnographie économique comme on en a rarement donné. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pierre-Michel Minguer, pour cette relecture attentive de ce grand livre extrêmement dense, dans lequel on trouve un nombre incalculable de notations, de remarques qui continuent de faire sens, alors même que cet univers s'est trouvé transformé à bien des égards, du fait de son agrandissement, du fait de son internationalisation, du fait d'un rôle différent joué par les institutions publiques en particulier. On pourrait multiplier la liste, elle est très longue des choses qui ont changé, mais néanmoins, ce qui ressort de ce que je viens d'entendre, c'est que, au fond, un certain nombre des ressorts principaux, sociaux, économiques,
qui caractérise les relations entre ces différents acteurs continue de pouvoir être identifié de la même manière. Et donc, on peut se servir de ce travail de Raymond de Moulin, d'un certain nombre de concepts, de morceaux d'analyse et de méthodes, évidemment, pour qui voudrait produire une actualisation ou un approfondissement contemporain de cet univers. Oui, le pouvoir d'un classique, ou d'une classique en l'occurrence, c'est que quand vous le lisez et que vous savez tout ce qui s'est passé ensuite et que vous lisez le livre en question, vous le reliez à quantité de faits qui s'expliquent par là, même si vous introduisez d'autres nuances, mais vous avez été équipé pour penser les nuances, les changements, la diversité, et pour expliquer aussi ce qui éventuellement devrait être fait autrement. Et c'est ça la générosité d'un classique, ça n'est pas de dire l'histoire s'est figée, tout s'arrête, on a décrit ça et c'est terminé, il n'y a plus rien à faire. Non, c'est d'aider à penser éventuellement autrement et parfois même aussi contre le livre, mais avec des outils qui ont été mis en place, des méthodes qui ont été mises en place, des moyens de travailler, des exemples de raisonnement et d'utilisation du matériau. Et c'est une affaire à la fois d'intelligence de la recherche, de méthode et de style d'observation et d'écriture. C'est un vrai problème. Dans les sciences sociales et dans les sciences humaines, nous écrivons. Nous ne faisons pas des équations. Et donc, nous manions un langage naturel qui est à la fois celui de nos acteurs et celui de nos disciplines. Et nous sommes sans arrêt sur la corde raide pour savoir jusqu'où nous sommes d'un côté, de l'autre, jusqu'où nous objectivons. Est-ce que nous allons détruire en quelque sorte toutes les significations possibles par une explication causale ou simili-causale, ou est-ce que nous allons au contraire multiplier les plans d'analyse, quitte à obscurcir complètement le jeu parce qu'on ne voit plus rien à force de multiplier les explications. Il faut trouver le bon compromis entre toutes ces exigences. Et l'écriture est un travail tout à fait particulier. Et c'est ça qui m'a aussi étonné quand j'ai relu le livre. C'est pour ça que j'ai insisté sur le côté à la fois balzacien, proustien et de moraliste du XVIIe siècle. C'est que l'exigence d'écriture est une preuve scientifique. C'est un travail scientifique. L'écriture est un travail scientifique. Tout le monde n'a pas la chance d'écrire selon la célèbre équation qui est la richesse des moyens l'économie des moyens pour la richesse des fins. Mais si vous écrivez avec une écriture économique, mais en démontrant énormément de choses, c'est une stylisation fantastique. Voilà. Et c'est vrai que le contemporain, notre période actuelle, elle ferait bien de se souvenir de tout ça. Les collectionneurs donateurs, les stratégies cachées derrière tout ça, les relances. C'est un monde qui est saturé d'asymétrie d'information. Vous ne savez pas ce que les autres savent. Et quand vous êtes acheteur, comme disait la citation que je viens de donner, le prix de l'œuvre dépend de la cylindrée de la voiture que vous avez garée devant la galerie. C'est quand même incroyable. Et vous croyez que ça a disparu? Pas du tout. Mais ces choses-là se sophistiquent. De même, je n'ai pas eu le temps d'en parler, il y a toute une analyse, on a développé récemment une sociologie fiscale. C'est très intéressant. Comment les gens se comportent à l'égard du fisc. Le monde des arts est un empire de dissimulation fiscale de très très haut niveau. Les niches fiscales, l'art est une gigantesque niche fiscale. Les plus grandes collections de tableaux du monde sont dans le port franc de Genève. Et dans des ports, dans le sud-est asiatique, il y a des trésors et des trésors parce que ce sont des œuvres qui sont protégées de la fiscalité. Et elles sont enfermées. Alors quel est le plaisir de détenir en dehors du plaisir de savoir que j'ai de l'argent stocké dans un coffre? Et de temps en temps, il paraît que les collectionneurs vont visiter à Genève, ils vont ouvrir les coffres. Et bon, et elle décrit toutes ces choses-là. Et elle les décrit sans phare. Et vraiment, alors là, carrément. Elle n'a aucune retenue à l'égard de tout ça. Non pas pour assassiner le truc et multiplier les plans de dénonciation. Ça n'est pas du tout ça. Ça n'est pas une dénonciation. C'est beaucoup plus subtil que ça et beaucoup plus efficace que ça. D'ailleurs, à la soutenance de sa thèse,
les peintres étaient tous là dans la salle et étaient absolument déchaînés en sa faveur parce qu'ils avaient compris qu'elle avait montré toutes sortes de ressorts qu'ils n'avaient eux-mêmes peut-être pas complètement réalisés, mais dont ils étaient évidemment les acteurs quotidiens. Et les deux grands peintres qu'elle a beaucoup fréquentés pendant son enquête, c'était, et après aussi, c'était Soulages, qui l'a beaucoup aidé, et Jean Dubuffet, qui l'a appelé après la publication du livre en lui disant « Je veux vous voir ». Et elle a eu 3 mois d'entretien avec Dubuffet, qui lui a fait des tas de confidences. Je ne sais pas si un jour elle les révélera ou pas, peut-être pas, mais parce qu'elle est comme ça, elle tient parole. Donc, elle était une insider de bien des manières. Et ça a un prix incalculable. Dans ce milieu-là, ça a un prix incalculable. C'est très, très intéressant de savoir que les peintres étaient nombreux à cette soutenance, parce que je suis frappé depuis longtemps par une chose qui est la suivante. Le milieu de l'art contemporain est peuplé d'artistes et plus généralement d'acteurs professionnels qui évoluent dans ce milieu, qui détiennent un savoir réflexif très important. J'ai toujours été frappé par la différence de ce point de vue entre le monde de l'art contemporain et d'autres mondes artistiques que je connais bien aussi. Par exemple, dans le monde de la littérature contemporaine, les écrivains sont rarement autant au fait de l'économie de leur milieu, de leur place dans ce milieu et des stratégies donc à mettre en œuvre. Pour un Houellebecq, vous avez une quantité de gens qui se laissent ou donnent l'impression de se laisser balader, balloter, alors que dans le monde de l'art contemporain, cette connaissance sur le fonctionnement du milieu est même devenue une ressource créative. C'est-à-dire qu'il y a nombre d'œuvres qui prennent en compte ça, et on voit des œuvres qui jouent avec cette stratégie. Donc, comment dire ça ? Je voulais savoir si, au fond, dans la période où Raymond de Moulin a enquêté, il en allait déjà de même, et que les peintres avaient développé depuis déjà longtemps un sens assez aigu des stratégies, et ça s'expliquerait sans doute par la nature économique de cet univers, les relations intuitu personae qui jouent un rôle sans doute plus important que dans les industries culturelles comme le livre, où certes la relation éditeur-auteur est importante, mais elle n'est pas attachée de la même manière à la valeur d'un exemplaire imprimé comme objet reproductible en quelque sorte. Et un peintre peut produire 500, 1000 œuvres, 2000 œuvres, et il doit les vendre, ou il peut espérer les vendre. Et donc, la citation de Van Gogh du début. Exactement, et il apprend comme ça. Ce sont des métiers où on n'arrête pas d'apprendre. Il vaut mieux apprendre, il faut élever le contenu formateur du travail, et apprendre, c'est apprendre aussi par le marché. Et donc, si on produit autant d'œuvres qui ont chacune une existence potentielle, c'est-à-dire que la multiplicité des interactions entre un marchand, un peintre, un critique, le milieu, etc., est considérable. Et elle pousse à la réflexivité. La réflexivité est un outil de survie dans un monde assez darwinien, évidemment. Ceux qui ne font pas cet effort de comprendre, de déchiffrer leur système d'action, ils sont emportés parce qu'ils sont naïfs, ils vont rater complètement l'affaire. Ils ne vont pas voir les opportunités. Le jeu consiste sans arrêt à augmenter sa liberté d'agir sans renier sa motivation intrinsèque. C'est ça le principe. Et il y faut beaucoup de réflexivité. C'est ça l'équation. Et elle le montre très bien dans le chapitre sur les peintres. Et les peintres, dans les années 60, on est à la veille de 68. Et il y a un bouillonnement. Il y a une violence dans le milieu. Il y a des querelles esthétiques extraordinairement sévères. Il y a la critique radicale de l'académisme, du contrôle du milieu académique sur les institutions comme les Beaux-Arts, sur les postes, sur les commandes publiques, etc. Donc, il y a vraiment il y a tout ce qu'il faut pour faire bouillonner la marmite et faire sauter le couvercle. Et à la fin des années 60, et dans le sillage de 68, les peintres multiplient les espérances ou les hypothèses. Comment vivrait-on sans vendre ?
Est-ce qu'on peut tarifer les œuvres au prix de revient? Support Surface a essayé ça. Ma quantité de travail par œuvre fois un coefficient. Le problème, c'est le coefficient. Qu'est-ce que je vais mettre dans le coefficient? Et si je suis un peu connu, je vais augmenter le coefficient, etc. Bon, bref, une sorte de tentative matérialiste, de contestation du marché. Le marché n'existe pas sans sa contestation, en quelque sorte, intestine. Il est l'objet de contestation permanente, mais il est aussi l'objet de jeux stratégiques permanents. Et on peut être l'un et l'autre. Et c'est par la réflexivité et la connaissance des rouages du marché qu'on est capable de le maîtriser, y compris pour mieux le critiquer. Ça, c'est absolument certain.